Bonjour tout le monde, bienvenue dans Le Scanner, votre émission du doc, le journal libre et indépendant. Cette semaine, nous recevons le sénateur Henri Cabanel qui nous vient du Biterrois. Bonjour. Bonjour. Être sénateur en 2019, qu'est-ce que ça signifie exactement? Quel levier d'action a-t-on? Quel rôle joue-t-on? Sans faire de l'antiparlementarisme, mais est-ce que ça parle encore aux gens, finalement? Non, je pense qu'on a besoin de communiquer sur le rôle du Parlement. Ce qu'est le Parlement déjà, parce que souvent les gens parlent du Parlement pour les députés, alors que le Parlement c'est les députés, l'Assemblée nationale et les sénateurs, le Sénat, c'est ça le Parlement. Et donc c'est le Parlement qui fait la loi. Et ça, je pense que les gens l'ont oublié ou ne comprennent pas toujours que c'est ainsi dans notre République. Est-ce que pour faire la loi, on a besoin de 577 députés, plus de 300 sénateurs? Alors oui, il y a 965 ou 925 parlementaires. C'est la question, c'est est-ce que nous voulons être dirigés par le bicamérisme ou pas. Le bicamérisme a été voulu pour sécuriser notre République et faire en sorte que, même si ça change, il n'y ait pas trop de changements pour qu'il y ait un certain équilibre. Beaucoup de pays dans ce monde sont dirigés par le bicamérisme. Donc voilà, si effectivement nous pensons qu'il vaut mieux qu'une seule assemblée, il faut avoir un débat, mais justement, je pense que ça serait peut-être nécessaire aussi pour que les gens comprennent la nécessité peut-être aujourd'hui d'avoir un Sénat. Parce qu'on entend cette petite musique, il faut réduire le nombre de parlementaires, voire on entend même il faut supprimer le Sénat. Ça revient régulièrement. Vous, comment vous le percevez? C'est vrai que ça revient, mais ça revient essentiellement de la part donc de ceux qui sont au pouvoir, en général. Parce que le Sénat, c'est l'empêcheur de tourner en rond. C'est l'équilibre qu'il y a entre le pouvoir et la majorité à l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc c'est vrai que quand la majorité est différente à l'Assemblée nationale et au Sénat, ceux qui dirigent en général veulent supprimer le Sénat. Bon, aujourd'hui, en tout cas moi dans ma tournée de l'Hérault, puisque je vais à la rencontre de toutes les communes, j'aurai fini d'ici quelques jours les 343 communes, 342 maintenant. Les grands électeurs, eux, savent ce que c'est que le Sénat et savent qu'ils peuvent compter sur le Sénat pour les défendre parce que le Sénat a cette vision de territoire que n'a pas toujours l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, vous défendez depuis un moment maintenant ce fameux amendement qui exigerait le casier judiciaire vierge pour pouvoir prétendre à se présenter à une élection. Pourquoi ça ne passe pas? Est-ce qu'on est encore dans un vieux pays, un vieux logiciel de pensée? Je pense que aujourd'hui, c'est bien de le porter. Je suis convaincu que ça finira par payer. Parce que je crois que les élus aujourd'hui sont davantage à l'écoute des populations. On voit quand même que la démocratie participative fait son entrée, et notamment pour le prochain scrutin des municipales, tout le monde parle de démocratie participative. Il y a même des collectivités à laquelle je n'aurais jamais pensé qui vont vers la démocratie participative. Ça veut dire que le poids de la vie des citoyens est de plus en plus important. Et je crois que c'est cela qui finira par payer, notamment sur le casier vierge pour les candidats, parce que c'est l'amendement, c'est d'abord une proposition de loi et un amendement que j'essaye de défendre chaque fois que je le peux à travers une loi. Puisque le simple citoyen, dans plus de 390 professions, on lui exige ce casier vierge pour exercer cette profession. Et pour moi, il est tout à fait logique que pour être un candidat, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit dans le milieu syndical, professionnel ou
politique, on doit aussi présenter ce casier vierge pour parler le même langage que les citoyens et avoir la même équité entre un élu et un citoyen. Mais justement, est-ce que le fait que ça ne soit toujours pas le cas aujourd'hui, on n'entretient pas encore une fois ce décalage entre les élus et les citoyens? Ça, c'est mon avis. Maintenant, vous savez, quand on est au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ben, il faut convaincre. Et je dois dire que je m'y attache du mieux que je peux. Et que je sens quand même autour de moi, en tout cas au Sénat, qu'il y a quelques collègues qui, au fur et à mesure de le présenter, devant les échecs successifs, viennent à ma rencontre et me disent oui, c'est quand même une bonne idée, il faut le faire évoluer. Donc je pense que ça finira par payer, surtout si les citoyens s'en emparent et qu'ils fassent comprendre à leurs élus qu'il faut aller de l'avant. Alors, vous étiez jusqu'à il y a encore peu encarté au Parti Socialiste, plutôt engagé dans le courant de Montebourg. Pourquoi avoir quitté le PS? Mais le PS, je l'ai quitté parce que je suis d'abord un militant déçu. Très heureux d'avoir pris ma carte après l'arrivée de Mitterrand en 81. Donc c'était en 86, je crois 85-86, donc ça fait déjà plus de 33 ans que je militais. J'ai été déçu de voir un petit peu de la façon dont ça se déroulait, notamment quand nous avons été dans la majorité avec François Hollande, de voir qu'il n'y avait pas d'écoute ou peu d'écoute vis-à-vis des parlementaires. D'ailleurs, les parlementaires qui ont essayé de faire passer les messages ont été accusés d'être des frondeurs, les fameux frondeurs. Un vilain mot, je crois, parce que ils ne faisaient qu'exprimer ce qu'ils ressentaient sur les territoires. Et à mon sens, le travail était bien fait parce qu'ils allaient sur les territoires. Il me semble qu'un parlementaire doit être avant tout un élu de proximité, parce qu'il sent effectivement ce qui se passe sur les territoires. Donc voilà, je pensais qu'à l'issue de cet énorme échec que nous avons subi, puisque en 2012, avec l'arrivée de François Hollande, nous avions tous les pouvoirs, que ce soit au niveau local, dans les collectivités territoriales, départements, régions, à l'Assemblée nationale et au Sénat pour la première fois. Et qu'en 2017, nous avons tout perdu, donc je pense qu'il était très important pour nous de faire le bilan, que l'on n'a pas fait. Il ne s'est même pas représenté d'ailleurs. Non, mais voilà, donc ça prouve quand même qu'il y avait un certain malaise et que derrière, le Parti Socialiste n'a pas saisi cette opportunité qui était la sienne, quitte à faire abstraction de toutes les échéances qui arrivaient. Mais en tout cas, de faire un vrai bilan sur ce qui s'était passé, parce que si on ne comprend pas ce qui nous est arrivé, on ne peut pas construire pour l'avenir. Donc c'est un peu pour ça que j'ai quitté le Parti Socialiste, parce que la cerise sur le gâteau, ça a été le fait qu'on ne présente pas un candidat aux européennes, et que quelque part, donc, on soit derrière un autre mouvement qui s'est créé. Donc c'était une perte d'identité. Donc je suis parti sur la pointe des pieds avant les élections pour pas justement embarrasser les candidats. Et voilà, je me trouve très bien dans le nouveau groupe au Sénat dans lequel je suis inscrit, le Rassemblement démocratique social européen, où là j'ai ma libre pensée et mon libre choix par rapport aux convictions qui sont les miennes, qui sont toujours de gauche bien entendu, parce qu'on ne reste pas 33 ans au Parti Socialiste pour avoir donc une autre vision politique. Et du coup, vous serez candidat à votre réélection prochaine, au renouvellement du Sénat qui aura lieu en septembre prochain, donc 6 mois après les municipales. Comment on fait pour se présenter sur une élection qui dépend du vote des grands électeurs, sans avoir de grosses institutions? Je sais que vous êtes plutôt en froid avec le département, par exemple, du coup hors des partis politiques. Est-ce que vous avez vraiment une chance? Alors, d'abord, je dois dire que moi, je suis en froid avec personne. Par contre, le président du département, lui, est en froid, puisqu'il l'avait dit donc dans des colonnes d'un journal régional.
Comment fait-on? Tout simplement parce que le travail qui est le mien consiste à aller à la rencontre donc, de chaque élu. Et aujourd'hui, les partis politiques, quels qu'ils soient, doivent ouvrir grand ouvert leurs yeux parce qu'ils s'apercevront que les candidats aux municipales sont peu de gens engagés. C'est des listes transpartisanes qui se forment où les partis politiques ne sont pas toujours représentés. Et d'ailleurs, à la suite d'une enquête qu'on avait menée auprès des maires, certains s'étaient exprimés sur le fait que justement les partis politiques étaient trop renfermés sur eux-mêmes et ne s'ouvraient pas assez. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est soutenu par un parti politique qu'on réussit. Ça, c'était vrai il y a quelque temps. Aujourd'hui, il y a une évolution. Je pense, moi en tout cas, je me repose sur le travail que j'ai pu effectuer pendant ces 5 ans. Il me reste encore 1 an à travailler. Et puis, c'est les grands électeurs qui jugeront si ce travail a été correct ou pas, si effectivement leur parole a été bien relayée au niveau national comme je m'y étais engagé. C'est l'onction du suffrage universel, même si c'est un suffrage universel indirect, c'est la démocratie et je m'y plierai. Mais bon, voilà, j'ai aujourd'hui encore la passion et l'envie de continuer parce que je pense qu'il y a énormément de travail à faire. Donc c'est pour ça que je me représenterai. Vous êtes également élu dans la commune de Servian, donc dans le Biterrois. Quelles sont les solutions pour essayer d'empêcher l'extrême droite de mettre la main sur l'agglo de Béziers? Une des solutions serait que toutes les forces progressistes se réunissent pour faire face donc aux candidats d'extrême droite. Mais bon, aujourd'hui, tel n'est pas le cas. On est toujours sur des égos qui essayent donc de faire valoir leur personne avant de faire valoir leurs idées. C'est bien dommage, mais c'est une réalité. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais bon, Béziers est un territoire que l'on pourrait juger d'expérimental, puisque ça réussit sur Béziers. C'est pas fini. Il y a eu une élection partielle à Cers et un ancien conseiller municipal de Béziers, de Ménard, de la majorité de Ménard, a gagné cette élection. Je pense qu'aux prochaines départementales, on verra encore basculer des cantons. Oui, il serait temps quand même qu'il y ait une réaction. Dans les conditions actuelles, je ne vois pas comment la mairie de Béziers échapperait à Ménard. Et oui, certainement que l'agglo suivra, même si moi, personnellement, j'essaierai de faire en sorte d'aider tous ceux qui combattront Ménard. Mais bon, comme ils sont nombreux, forcément, ça va être un avantage pour le maire sortant. Ouais, et dans ce paysage-là, il y a aussi tous ces maires qui ne souhaitent pas se représenter. Comment on peut expliquer ce blues? Je crois qu'il y a une étude qui montre qu'il y en aurait 1 sur 2 en France qui ne souhaiterait pas repartir. Donc, par moment, on peut s'en réjouir parce que ça peut permettre de revitaliser la démocratie locale. On peut penser à des maires qui repartiraient pour un 4e mandat et qui finalement renonceraient. Mais d'autres, sur les plus petites communes, là, ça peut être embêtant. Oui, je pense que le mal est beaucoup plus profond que ce qu'on peut l'imaginer. Justement, par rapport au tour de l'Hérault que je fais et que le souhait que j'ai de les rencontrer les uns après les autres, je ressens chez eux beaucoup de malaise, notamment dans les petites communes de moins de 1000 habitants. Ils se sentent seuls face donc à l'État qui, dans le service public, mais les abandonne un peu sur les territoires ruraux, un peu beaucoup même. Face donc à la loi, notamment la loi NOTRe, qui les a obligés à s'inscrire dans des intercommunalités où ils ne se sentent pas forcément à l'aise parce qu'ils ne sont pas suffisamment représentés face donc aux communes les plus peuplées. Donc à ce transfert de compétences qui part de la commune vers l'intercommunalité, à ces baisses de moyens qui chaque année pèsent beaucoup sur leur budget, et à une montée d'exigence des populations, parce que ces populations, souvent, sont des populations qui quittent les milieux urbains par rapport
notamment au coût du foncier, De et vont donc dans les territoires ruraux avec la même exigence, quoi. Et ça, ce n'est plus supportable par les premiers magistrats de ces communes qui sont vraiment découragés. Alors, peut-être, ça ne sera pas 1 sur 2, mais 1 sur 3, c'est certain, même au-delà, certainement, parce qu'on a eu des territoires où les maires, pour la moitié d'entre eux, ne se représentaient pas. C'est pas partout la même chose, mais en tout cas, c'est très profond leur malaise, très profond. Et comment faire justement pour redonner davantage de pouvoir aux maires au sein de ces intercommunalités et faire en sorte aussi que le citoyen se retrouve davantage, parce qu'aujourd'hui les compétences sont dans les intercos, les agglos, les métropoles, et le citoyen n'a pas le pouvoir même de vote aujourd'hui pour décider finalement de la composition de l'assemblée intercommunale. Alors Comment ça, faire pour réconcilier un petit peu tout le monde? oui, alors d'abord réconcilier les élus. Réconcilier les élus, je pense qu'il faudrait qu'il y ait davantage de démocratie dans le fonctionnement des intercommunalités. C'est d'ailleurs pour ça que la dernière loi sur l'engagement et la proximité de l'action publique a permis de redonner du pouvoir dans l'obligation, quand il y a 30% des maires d'une interco, à organiser un conseil des maires. Mais je pense que ça ne suffira pas. Il faut que dans l'esprit des élus, et notamment les élus des grandes communes, parce que c'est eux qui, in fine, ont le pouvoir, c'est cet esprit de solidarité vis-à-vis des plus petites communes, et être davantage à leur écoute, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, parce que dans la grande majorité, ces intercommunalités sont vues par certains présidents comme des super-communes, donc avec un rôle de super-maire, alors que ce n'est pas le cas. Les maires, aujourd'hui, ont des compétences, pour le moment, que n'ont pas les intercommunalités. Et sur l'intercommunalité, c'est la solidarité d'un territoire qui doit primer, et non pas la mise en avant, souvent, de la commune-centre. Voilà, c'est cette frustration que ressentent en tout cas les maires des petites communes. Du coup, pour conclure, de quelle manière allez-vous vous impliquer dans le débat qui arrive, celui des municipales? Alors celui du municipal, là j'ai décidé, parce que ma volonté sur le non-cumul des mandats est toujours intacte, de ne pas m'engager personnellement, mais je soutiendrai tous ceux qui iront dans le sens d'une volonté réelle dans la philosophie et la symbolique d'une démocratie participative, parce que c'est important de faire parler les citoyens, que l'onction du suffrage universel aujourd'hui n'est pas la panacée, puisque quand on voit le nombre d'abstentions de plus en plus nombreuses, c'est inquiétant pour notre démocratie, et même au municipal. Voilà, et même au municipal, et la seule façon de la résorber, en tout cas une des façons, c'est d'introduire vraiment, mais avec cette philosophie, la démocratie participative, de telle sorte à permettre donc aux citoyens d'avoir un mot à dire sur la gestion locale ou régionale ou départementale s'il le faut. Merci beaucoup Henri Cabanel. De rien, merci à vous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.